Salut à tous, c'est Sully Perfected, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu aujourd'hui pour la grosse review de WrestleMania 35, l'événement de l'année qui a eu lieu donc la nuit dernière. Ça a été très très long, 2 heures de kick-off, 5h30 de pay-per-view, j'ai tout regardé en live. J'avoue que je suis un peu fatigué, heureusement que j'ai pris un congé, parce que finir à 6h30 du matin, complètement les yeux cernés et après avoir passé une nuit blanche, heureusement j'ai dormi 3-4 heures derrière, ça a été dur, et on va débriefer ça aux petits oignons. On va d'abord parler très très rapidement de NXT TakeOver, qui avait eu lieu bien sûr la veille. Je vous recommande bien sûr le show, il y a pas trop de surprises de ce côté-là, c'est toujours un show qui délivre, qui ne déçoit jamais, voilà, avec 5 très bons matchs assez solides. Le match tag team pour ouvrir le show était vraiment très bon, War Raiders vraiment excellent, Ricochet, Black, voilà, un pur délice, cette fin, pleine de respect, c'était beau, tout simplement. Velvet Dream contre Matt Riddle. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous du reste, même si ça reste un bon match. Velvet Dream toujours aussi fantasque. Peut-être que je lui enlèverai 5% de ce côté fantaisiste et pour rebasculer ces 5% du côté plus serious business en quelque sorte. Et je pense que s'il devenait un petit peu plus sérieux sur le ring et qu'il essayait d'être un peu moins dans l'imitation, parce que c'est vrai que les allusions à Hogan, à Rick Rude, à Macho Man Randy Savage, ça va 5 minutes, mais s'il était un petit peu plus sérieux et qu'il vraiment adoptait une véritable identité, je pense qu'il s'en retrouverait grandi. Mais voilà, il continue d'affronter de très bons lutteurs, beaucoup plus expérimentés que lui, ça forcément c'est bien pour lui, et quand il va arriver dans le main roster, forcément il sera prêt, et il a conservé son titre, et c'est ce que j'avais dit, c'est très bien, comme ça il va continuer encore dans le main roster. Riddle perd de façon un peu surprise, et je vous l'avais dit, c'est exactement comme je vous l'avais dit, il perd son roll-up, c'est le truc c'est sa première défaite certes, mais au moins ça le décrédibilise pas trop, il se fait surprendre suite à sa bro mission, mais il va continuer, et puis il va aller très loin, à mon avis, Matt Riddle, qui a montré vraiment de très bonnes choses durant ce match. En ce qui concerne les British, alors c'est un style très différent, il y a eu des longueurs, c'est vrai, mais Pete Dunne et Walter, c'est très stiff, et ça tape quoi, ça cogne fort, des gros chops, des gros écrasements des doigts, vraiment les deux dans leur pur style. Ça a été du lourd, et il y a eu des longueurs, c'est vrai, il y a des moments où j'étais moins investi, et puis cette fin était vraiment très bonne, avec ce gros powerbomb de la 3e corde de la part de Walter, et puis ce splash pour enchaîner, et cette victoire sans surprise de Walter. Il fallait vraiment changer de champion, c'était un énorme run pour Pete Dunne, et Walter, ça va être un gros champion, ça va être très très difficile de lui prendre la ceinture, et Pete Dunne maintenant, j'espère qu'on le verra dans le main roster, ça peut être une bonne suite pour lui, on en saura peut-être plus ce soir ou demain du côté des weekly. On passe aux filles maintenant, ce Battle 4-Way, pas de match d'échelle finalement, comme je vous l'avais dit, c'est vrai qu'on voyait des échelles dans l'affiche. Finalement, ça restait un Fatal 4-Way, et match très divertissant, notamment les japonaises qui ont montré leur capacité aérienne. Bianca Belair toujours aussi spectaculaire avec sa force, notamment ce double KOD porté sur les japonaises. Une Shayna Baszler un petit peu plus opportuniste, un petit peu plus discrète, on va dire, et à l'image donc de cette fin où elle intervient en opportuniste justement après ce double KOD pour surprendre donc par derrière Bianca Belair, et avec sa Kirifuda Clutch, et cette première défaite, puisque la fois précédente, dans le précédent takeover, elle n'avait pas abandonné, elle s'était juste évanouie, Bianca Belair, mais cette fois-ci elle a vraiment tapé, donc c'est quand même la première vraie défaite de Bianca Belair, qui a priori ne pourra plus dire qu'elle est undefeated. Elle ne pourra plus le dire, et quelque part c'est pas plus mal, parce que c'est un peu énervant quand elle le dit. Et Baszler, finalement, un peu surprenant, elle conserve sa ceinture, donc le main roster, va falloir attendre encore un petit peu, peut-être plutôt finalement pour on va dire l'été, pour SummerSlam ou le post SummerSlam, à moins qu'elle décide de relâcher sa ceinture d'elle-même en disant j'ai battu tout le monde, je suis imbattable.
Voilà, j'ai battu tout le monde. Voilà, maintenant je lâche la ceinture et foutez-moi la paix quoi. Elle pourrait nous faire ça, donc on va voir ce que ça donne. Donc un match vraiment divertissant, plutôt cool, voilà. Et puis voilà, un énorme. Alors c'est vrai que c'est très overbooké, mais ce main event entre Gargano et Cole, ça a été vraiment très bon aussi. Je vous recommande ça. Le 2 out of 3 falls, ça servait pas à grand chose. Un tombé suffisait hein, largement. Et c'est surtout la dernière partie justement à partir du 1 partout, c'est vraiment monté en puissance. C'est devenu épique. Beaucoup de near falls, peut-être exagéré même, hein, et puis un Gargano surhumain qui résiste à tout, même à l'Undisputed Era. Et donc cette victoire feel good moment avec Ciampa qui arrive à la fin. Un peu surprise d'ailleurs, ça m'a un peu gêné que Candice LeRae et Ciampa, voilà, soient tous là dans les bras l'un de l'autre, alors que bon. Quand même, LeRae montrait quand même beaucoup de réticence envers Ciampa, et là ils étaient tous rassemblés. Bon, ça m'a un petit peu gêné cette fin. Maintenant, voilà, l'idée c'était, je pense, de montrer qu'il y avait un feel good moment et que c'était terminé pour cette feud. Et de toute façon, si le match entre Ciampa et Gargano avait vraiment eu lieu, je pense qu'on aurait eu la même fin. Peut-être pas que Gargano aurait gagné ce titre, mais même s'il y a de bonnes chances. Mais en tout cas, je pense qu'on aurait eu la même fin. Voilà, et superbe fin. Gargano, on va voir combien de temps il va rester champion. Peut-être qu'il va aussi relâcher sa ceinture comme pour peut-être par respect pour Ciampa et dire voilà, je l'ai gagné, mais bon maintenant. Je l'ai prise quand même à mon pote en quelque sorte, voilà, je pourrais peut-être la lâcher, on verra bien comment il va réagir. 205 Live, du coup j'y ai pensé, mais du coup il faut l'oublier hein, puisqu'il est champion NXT, à moins qu'il relâche sa ceinture. Voilà, donc mais le show très solide, des matchs vraiment ouais, entre 3,75 et 5 et 4 étoiles 75 quoi, en gros hein, 4 étoiles et demie de moyenne. Show très très solide. Allez, on va passer tout de suite donc à WrestleMania, le gros morceau, avec donc Tony Nese contre Buddy Murphy, Cruiserweight. Donc on commence comme ça, avec un public, donc une salle un peu clairsemée, hein, c'est encore le début, il fait très jour, les gens ne sont pas encore arrivés. Le tarif habituel, hein, comme je vous le dis à chaque fois, tarif Cruiserweight, 10 minutes 45. Donc une durée voilà limitée, toujours pareil. Mais sinon le match très bon comme d'habitude avec les cruiserweight. Hein, les deux ont bien livré la marchandise. Ça a bien claqué des coups. C'était stiff, voilà avec deux hommes en plus un fort gabarit. Je me suis attendu quand même. Je m'attendais quand même au kick-out de Murphy sur le running knees final. Hein. Mais le problème c'est que le temps est toujours limité en kick-off hein, pour les cruiserweight. Et je suis persuadé qu'à 205 Live ils auraient eu davantage de temps et puis Buddy Murphy aurait sûrement kick out de ce running knees hein. Mais là voilà et malheureusement il est obligé de se coucher pour ça mais quand même une surprise du coup avec Tony Nese qui s'impose donc et qui arrive à détrôner Buddy Murphy donc sur ce simple entre guillemets simple running knees. Voilà, je suis un peu surpris j'avoue parce que je voyais pas Tony Nese comme ayant le bon profil pour détrôner Murphy et pour être l'élu en quelque sorte. En plus il est pas babyface naturel. Moi je m'attendais à un gros babyface pour détrôner Murphy, donc style Gargano. Et bien finalement non. Mais en même temps, voilà, quelque part il mérite. Il est là since day one, hein, 205. Il a vraiment été dans l'ombre en quelque sorte et c'est bien. Il a eu sa petite carotte, il a eu son petit moment et c'est bien pour lui parce que c'est un excellent lutteur et ça le met dans la lumière. Voilà. Maintenant, je sais pas si son run de champion va rester va perdurer, mais en tout cas, c'était un très bon moment pour lui et voilà. On peut quand même être satisfait pour lui. En tout cas voilà, très bon match, 3 étoiles et demie, on leur a donné le temps qu'on leur a donné, c'était pas énorme, mais ils ont fait un très bon travail. Match suivant, c'était la Women Battle Royale, hein. Donc on n'avait que 13 noms annoncés à ce moment-là, hein. Sauf que, surprise, puisque, alors, on a eu 2 filles de la NXT seulement, Candice LeRae et Kairi Sane, 2 noms qui étaient pas surprenants en soi, et 2 autres noms non annoncés, Maria Kanellis et Ember Moon donc qui faisait son grand retour, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais au final donc 13 filles plus 4 non annoncées, ça faisait que 17 filles seulement, donc une bataille royale quand même très limitée en nombre. Maintenant voilà, c'est un peu l'inconvénient hein, d'avoir créé les ceintures tag team, hein. Ils récoltent ce qu'ils sèment, donc forcément ça accapare beaucoup de filles les tag team et du coup il y en a moins de disponibles pour la bataille royale, mais du coup ils auraient quand même bien
ça aurait pu être l'opportunité d'ouvrir la bataille royale à bien d'autres filles. Et en plus, il l'avait fait l'année dernière. Il y avait notamment un petit passage avec pas mal de filles de NXT, on s'en souvient, avec Kavita Devi notamment. Je m'en souviens, il y avait Bianca Belair aussi. Il y avait pas mal de filles. Et là, ils n'ont pas mis grand monde à part les Ray et Sane pour NXT. Ils auraient pu mettre NXT UK avec, je pense à Rhea Ripley. Et puis pour NXT à Casey Catanzaro qui aurait pu aussi montrer de belles choses par rapport à ses capacités athlétiques, comme elle a pu le faire au Royal Rumble. C'est dommage, il aurait pu avoir des trucs sympas, et puis même une ou deux légendes en plus. Voilà, ils auraient pu faire largement plus de 20 participantes, mais bon, ils ont préféré en rester à la portion congrue de 17 filles, match de 10 minutes 30, donc pour une bataille royale c'est quand même très court. On a quand même eu une belle exposition d'Ember Moon, avec plusieurs éclipses de sa part. Malheureusement, là, bon, c'est un peu incompréhensible, Ember Moon se fait sortir par Lana. Me demandez pas pourquoi. Mais j'espère que Moon aura vraiment un vrai programme et un vrai projet, hein, le projet sur la Lune, le projet Moon en quelque sorte. J'espère qu'on la verra vraiment avec quelque chose, parce que voilà, elle a vraiment beaucoup de qualité sur le ring, et pour l'instant, bah, c'est vrai qu'on la voit pas, on n'y voit pas beaucoup, quoi. Enfin, elle fait rien. Et puis cette blessure aussi qui n'a pas aidé. Également une belle exposition pour la Riot Squad, hein, avec en particulier une Sarah Logan particulièrement à son avantage. Hein, c'était un peu la surprise. Mais elle sera quand même restée jusqu'en finale, donc c'est quand même un peu la surprise de Sarah Logan. Et aussi, alors, de belles réactions aussi de la part du public pour Dana Brooke, un peu surprise aussi, qui a eu son petit moment en éliminant Ruby Riott et Liv Morgan coup sur coup. Et le public a montré, il a montré un beau soutien envers Dana Brooke, et c'était un peu surprise. En ce qui concerne le duo Rose et Devil, bah visiblement l'angle du split, hein, qu'on nous vend depuis, ça fait 2 fois qu'on nous vend l'angle du split. Ça semble mort, hein, puisque là dans la bataille royale, bah les deux ont bien collaboré. Notamment justement en éliminant Dana Brooke. Justement, le public a sifflé à ce moment-là, donc ce qui a prouvé vraiment que le public était vraiment investi derrière Brooke. Et puis on a vu aussi Devil qui a vengé Mandy Rose, hein, puisque Mickie James venait d'éliminer Mandy Rose, et donc du coup Devil a éliminé James pour la venger. Donc il y a une collaboration qui semble vraiment réelle entre les deux filles. Donc je ne comprends pas ce qu'ils font avec Devil et Rose. Ça fait penser à Bayley et Banks, hein. Un coup on nous vend le split, un coup on nous vend la réconciliation, donc on sait pas trop ce qu'ils veulent faire avec elle. Et on se retrouve avec un trio final, Asuka, Devil et Sarah Logan. On a Asuka qui fait une petite balayette, hein, alors qui est pas forcément très visible, mais Asuka fait une balayette sur Devil, mais suffisante pour la sortir. Et derrière, en opportuniste, Sarah Logan élimine Asuka dans la foulée, c'est quand même la surprise. Et elle pense avoir gagné, Sarah Logan, mais évidemment, non, c'est le truc traditionnel, on l'a vu l'année dernière, c'est exactement pareil. Comme l'an dernier, on nous refait le coup de la fille pas éliminée, à savoir Carmella, qui s'était reposée à l'extérieur. C'est vrai qu'on n'avait pas trop vu la sortie de Carmella. C'est vrai que moi, en direct, j'avais cru qu'elle avait été éliminée, et en fait non, j'ai revu les images, effectivement. Ouais, elle a été balancée dans le coin par Sarah Logan à un moment donné, et puis c'est vrai qu'elle est un petit peu sortie du champ du match, et on savait plus trop où elle était. Et c'est vrai qu'elle était sortie en fait du ring. Et au final, donc Carmella, alors ça a mis un peu de temps, hein. J'aurais préféré qu'elle surprenne directement Logan et puis qu'on en finisse. Et là, une passe d'armes un petit peu trop longue. Du coup, c'est un peu dommage. Mais Carmella donc élimine Logan avec un super kick. Donc une finale, une gagnante, allez, un peu osef, hein, un peu comme Naomi l'année dernière. Voilà, après on sait que Carmella, Vince aime bien, hein, c'est comme avec R-Truth, hein, les deux là, parce que Carmella, mine de rien, elle vient de gagner le Mix Match Challenge, et donc cette bataille royale. Alors c'est vrai que c'est pas forcément des trucs très importants, mais quand même, elle a aussi gagné quand même le Money in the Bank. Elle a gagné le titre de SmackDown féminin, donc mine de rien, elle se fait un petit palmarès, hein, Carmella, et voilà, on a beau se moquer de son in-ring, voilà, mais voilà, elle est là, elle a ses moments à elle, et il faut le reconnaître. Voilà, maintenant ça va pas apporter grand chose, c'est toujours un peu honorifique, mais ça ne sert pas à grand chose ce trophée. Aucune utilité, voilà, la note 2 étoiles, hein, c'était pas fameux. Et elle a une petite surprise quand même avec l'absence de Lacey Evans, qui était quand même la grande favorite et qu'on n'aura pas vu du tout dans ce match. On l'aura vu plus tard dans la soirée, hein, avec un petit aller-retour.
hein, la Sassy Southern Belle, hein, c'est un peu son nouveau surnom, donc qu'on peut traduire par la belle insolente du Sud. Voilà, c'est un peu maintenant sa gimmick, donc l'insolence, donc apparemment c'est ça. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, pas de Lacey Evans dans cette bataille royale, c'est un peu surprenant. Et la pauvre Asuka quand même, hein, qui a subi un dépush assez sévère, hein, championne de SmackDown, et puis tout à coup, qui perd son titre à 2 semaines de WrestleMania et qui se retrouve relégué dans la bataille royale pour se faire sortir par Sarah Logan. Waouh! Waouh, waouh. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour Asuka. Allez, match suivant, Revival contre Ryder et Hawkins pour les titres par équipe de Raw. Donc le match qui avait été annoncé tardivement, hein, et donc je vous ai fait une petite vidéo complémentaire pour vous faire mon pronostic. Match quand même qui a duré pas mal, hein, 13 minutes 19, c'est pas mal. On attendait surtout le hot tag de Hawkins, hein, à domicile à New York, hein, avec Ryder aussi. Voilà, le hot tag, hein, a permis justement, le hot tag de Hawkins a permis de réveiller un peu la foule, hein, qui n'était pas encore très investie, malgré un Ryder qui est aussi new-yorkais, hein, mais c'est vrai que les phares étaient quand même beaucoup plus, les spotlights beaucoup plus dirigés vers Hawkins, hein, surtout avec cette losing streak, hein, qui n'en finissait plus. Et donc c'était vraiment tourné, hein, le noyau du match, c'était quand même surtout Hawkins. Et donc le tournant du match, c'est quand Scott Dawson met un énorme brain buster à Hawkins à l'extérieur du ring. Du coup Dawson remet, il roule Hawkins sur le ring, mais Hawkins il est tellement KO qu'il est inanimé sur le ventre au sol. Là, ça reste quand même ça dure un peu trop longtemps, et à ce moment-là, on sent l'arnaque arriver. Et puis effectivement, Dawson se fait surprendre avec un roll-up, et le roll-up victorieux. Et oui, grosse pop du public à ce moment-là, et enfin la fin de la losing streak pour Hawkins. Pour le pronostic, je vous avais donné la victoire aussi de Hawkins et Ryder, mais par DQ. Je vous avais pas forcément donné la victoire, la prise de titre de Ryder et Hawkins. Je vous la voyais plutôt le lendemain à Raw. Donc pour d'abord un DQ des Revival et un rematch avec la prise des titres à Raw. Finalement, ils l'ont fait tout de suite à Mania. C'est un choix qui se défend aussi. Ça permet aussi un gros feel good moment pour Hawkins et Ryder, mais surtout Hawkins, hein, puisque Ryder il a quand même déjà eu ce WrestleMania moment en gagnant le championnat intercontinental lors d'un ladder match en étant l'underdog ultime. Voilà, le match était quand même correct. Niveau Raw, pas fantastique mais correct, mais c'était surtout le feel good moment qui était finalement intéressant et important dans ce match. C'était un bon moment. Maintenant, c'est pas forcé qu'ils gardent les titres très longtemps. Peut-être même qu'ils vont les perdre dès ce soir à Raw s'ils devaient redéfendre leur titre face au Revival dès ce soir. Et puis c'est arrivé avec Ryder quand il avait été champion intercontinental, il avait perdu le titre face aux Miz, hein, dès le lendemain, hein, donc il va falloir se méfier. Mais voilà, c'est un bon petit feel good moment, et ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était très sympathique. 2 étoiles et demie, même si c'est pour le match, même si c'est décevant pour Revival à nouveau, qui perdent des titres sur un run encore où ils auront perdu beaucoup de matchs, hein, notamment face à Black et Ricochet. Et quand ils gagnent, c'est pour gagner par des comptes à l'extérieur, hein, comme lundi dernier. Donc il va falloir quand même donner quand même des victoires un peu plus significatives à Revival, hein, parce que là ils perdent quand même pas mal, hein, donc c'était pas des champions très dominants, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'espère que Revival vont être un petit peu mieux traités que ça à l'avenir. Match suivant, l'Andre the Giant Memorial Battle Royal, avec donc 29 mecs, hein, qui étaient déjà annoncés, hein, et donc je vous avais donné les noms là dans ma vidéo pronostic, on va pas les refaire. Au final ils sont pas foulés, puisqu'il y a eu seulement je dis bien un mec ajouté qui n'était pas annoncé, c'est Luke Harper. Luke Harper, on savait qu'il était de retour de blessure, on savait qu'il était prêt, il avait même participé à des live shows, donc on sait qu'il était là, on savait, donc c'est pas très surprenant, donc c'est cool de le revoir. Alors en ce qui concerne le match, donc 10 minutes 22, ils auront quand même réussi à nous faire une bataille royale quand même plus courte que pour les femmes, alors qu'ils avaient 30 mecs contre 17 filles. C'est dire la vitesse à laquelle les éliminations se sont succédées, hein. Alors dans le cheminement du match, très rapidement, hein, dès le début, c'est pas une surprise, hein, puisqu'ils sont pas catcheurs. Colin Jost et Michael Che, donc les deux VIP du match, se sont tout de suite planqués sur le ring. Ils ont attendu tranquillement sur le ring pendant pratiquement tout le match.
Et voilà, on a vu les vrais catcheurs du coup pendant tout le match, pendant tout le reste du match. On a eu un bon petit moment, enfin voilà, c'est très personnel, mais moi j'ai bien apprécié ce petit moment et le public ne s'y est pas trompé non plus lorsque justement Luke Harper a fait face à Braun Strowman, un petit face-à-face qui a duré, allez, même pas 10 secondes, mais moi ça m'a fait plaisir de revoir, voilà, c'est les deux ex de la Wyatt Family, voilà, c'est un petit moment comme ça, c'est gratuit, voilà, ça fait plaisir. Bon, après, évidemment, tous les hommes s'en sont pris aux deux, et puis voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était un bon petit moment. Euh, on voit ensuite un petit moment sympa aussi avec le Caterpillar d'Otis sur Connor et Victor, The Ascension, donc à la fois, les deux à la fois. On a un Braun qui s'énerve à un moment donné, qui élimine Heavy Machinery, les deux en même temps, c'est pas rien, et puis qui sort aussi Luke Harper et Ali d'un big boot, alors que justement Luke Harper était en train de soulever Ali en position de souplex, ce qui fait que du coup Ali a bien reçu la souplex, mais à l'extérieur et à reculons, donc c'était quand même un gros spot mine de rien. Andrade, alors là c'était un truc assez étonnant, Andrade qui nous fait une choupo-moting en quelque sorte, pour ceux qui regardaient le PSG Strasbourg hier soir. Andrade nous fait une choupo-moting en quelque sorte, en faisant un Rana, un Hurricane Rana sur Apollo Crews, pour l'éliminer, jusque là très bien, sauf que en faisant ce Hurricane Rana, il retombe à l'extérieur du ring, donc du coup il s'auto-élimine, donc c'était la grosse surprise, enfin la grosse connerie. Je ne suis pas sûr que c'était quelque chose de prévu. Je verrais plus ça sous le coup du botch, mais voilà, je reste sceptique à ce niveau-là. En tout cas, ce moment était un peu gênant, c'était très bizarre, et puis ça fait passer pour Andrade pour un con surtout. Les Hardy Boys aussi qui étaient présents tentent d'éliminer Braun Strowman, tous les deux, et c'est là donc que Colin Jost et Michael Che décident enfin de sortir du ring. Braun arrive quand même à éliminer les Hardy Boys tous les deux, et on se retrouve du coup avec le trio final, pas très surprenant, puisque c'était ce qu'on nous vendait depuis le début, entre Braun Strowman et les deux VIP, Colin Jost et Michael Che. À ce moment-là, Colin Jost prend le micro et dit que voilà, il a ramené son thérapeute pour gérer l'énervement, de la colère de Braun, et que voilà, qu'on peut peut-être s'arranger en évitant la violence. Et sur ce, du coup, c'est un thérapeute qui arrive, et puis Braun Strowman, bien sûr, le détruit, il en a rien à branler du thérapeute. À ce moment-là, Colin Jost invite Michael Che à attaquer Braun, mais vu la gueule de Michael Che, il a vraiment pas envie d'y aller, et du coup, c'est Braun qui y va, et qui élimine Michael Che d'une grosse droite. Et donc il passe par-dessus la troisième corde. On arrive à la finale. Colin Jost qui arrive presque quand même à éliminer Braun, en évitant un big boot. Donc du coup il y a la jambe de Braun qui se retrouve par-dessus la troisième corde. Mais Braun revient dans le match. Il soulève Jost. Et là, il n'y a plus de suspense. Il le propulse véritablement contre plein de lutteurs qui étaient venus le réceptionner à l'extérieur. Parce que c'est pas un lutteur non plus, donc ils avaient quand même prévu le coup avec un gros matelas humain en quelque sorte. On se demandait ce que foutaient les lutteurs encore massés à l'extérieur, mais évidemment c'était pour réceptionner Colin Jost. Et puis voilà, victoire, pas de surprise finalement. Braun était le méga favori. Alors même dans ma vidéo, je vous avais dit qu'il y avait peut-être la possibilité que Jost et Che gagnent tous les deux en même temps, que peut-être qu'il était beaucoup trop favori, que ça pouvait cacher quelque chose. Bon, finalement, la logique a été respectée. C'était l'histoire qu'on nous racontait depuis le début. Voilà, ça fait une victoire de plus pour Braun, mais voilà, malheureusement, c'est des victoires. Les victoires de Braun, elles sont pas importantes, quoi. Voilà, Greatest Royal Rumble, c'était pareil. Voilà, il a gagné la mallette, mais la mallette elle servait à rien pour lui. Du coup, il en a rien fait. Enfin, il l'a caché et puis finalement, son cash est tombé à l'eau, finalement, puisqu'il a pas gagné en plus derrière. Bref, voilà, que des victoires finalement honorifiques, mais Braun, il a rien, quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Le match 2 étoiles et demie, voilà, un peu la même note que je dirais que pour les filles. Même un petit peu plus, oui, j'avais donné 2 étoiles pour les filles, voilà, j'ai donné un poil plus pour les mecs, pour le petit côté fantaisiste et divertissant avec les deux osos là, et puis voilà le petit moment que j'ai aimé avec Braun et puis Harper, mais le match était osef.
C'est l'André the Giant Memorial Battle Royal, hein, c'est le tarif habituel. Alors, allez, on va passer tout de suite maintenant à la carte principale. Alors on a d'abord Alexa Bliss qui arrive, hein, c'est la host, hein, c'est normal. Et elle dit ouais bah, voilà, je peux ramener je peux me faire des WrestleMania Moments en un seul claquement de doigts. Et effectivement elle claque un doigt et puis là et voilà le gros pop, Hulk Hogan qui arrive, ça fonctionne bien en tout cas, le public réagit bien. Le truc habituel, let me tell you something brother, et bien sûr voilà la petite référence au botch sur le Silverdome, le Superdome, voilà, après il se rétablit, il dit que c'est le MetLife Stadium, etc. Il ouvre le show, et voilà, what you gonna do when Alexa Bliss and the Hulk Hogan run wild on you brother. Voilà le truc habituel. Et puis c'est là qu'il y a une petite surprise, puisque alors on l'apprendra plus tard, il n'était même pas au courant, Hogan, il n'était pas au courant, puisqu'effectivement c'est un choix qui s'est fait durant le kick-off, à la dernière minute, c'est quand même drôle. Paul Heyman arrive en pleine célébration là, de Bliss et de Hogan, et il arrive, voilà, un peu d'un pas décidé sur le ring, et Paul Heyman commence à prendre le micro, et puis il dit que en fait, son client, vu qu'il a pas le mini-event, il finira pas le show, bah il a pas à attendre toute la nuit pour avoir son match. Donc vu qu'il apparaîtra pas en dernier cette année, et ben voilà, et ben lançons le match maintenant. Donc c'était la grosse surprise, et effectivement il annonce Brock Lesnar qui arrive dès le début du match. Alors là c'était la grosse sensation, c'est un choix surprise, mais un choix aussi couillu, puisque voilà, mais au final un choix malin, et finalement une bonne façon de lancer le show, je pense, de commencer par le titre universel. Donc le public a plutôt bien réagi d'ailleurs. Un très beau Titantron de Rollins, hein, en mode Beast Slayer, pour son entrée, c'était plutôt sympa. Voilà, dommage qu'il m'ait manqué quand même le côté cosplay comme l'année dernière où il était venu en Roi de la Nuit, en Night King. C'est dommage qu'il ait pas ajouté le petit côté cosplay en plus. En Beast Slayer, il aurait pu ramener une épée ou je ne sais quoi, ça aurait pu être stylé. En ce qui concerne le match, le match n'a même pas commencé, la cloche ne sonne pas et Lesnar arrive, paf, il accueille Rollins directement en le défonçant dès le début du match, F5 à l'extérieur, Rollins se fait littéralement défoncer, il passe même plusieurs fois par-dessus la table des commentateurs, Lesnar demande même à l'arbitre de sonner la cloche, hein, pendant que Rollins est en PLS, mais l'arbitre ne le fait toujours pas, il attend de voir quand même comment va Rollins. Lesnar passe à nouveau, Rollins passe, à nouveau par-dessus la table des commentateurs, directement en plus sur le commentateur allemand au passage, hein, qui s'en prend plein le bide, c'était drôle. Et puis après on a un gros hip toss, un gros tour de hanche, hein, sur la grosse planche, vous savez la planche WrestleMania avec le logo, la planche qu'on met sur la table des commentateurs, qui était donc placée debout contre le ring, et du coup ça a fait un gros craquement sur le bump, hein, forcément. On revient à nouveau sur le ring, et la cloche finalement sonne. Hein, enfin le match démarre. Rollins se prend à ce moment-là 3 German suplex coup sur coup, mais Rollins évite quand même le F5 en poussant Lesnar qui balance à ce moment-là l'arbitre à l'extérieur. Rollins en profite alors avec un low blow, hein, donc un peu une référence au dernier Raw, hein, au segment du dernier Raw, et à ce moment-là il porte un super kick et enchaîne avec 3 curb stomps pour la victoire en 2 minutes 30. Et oui, victoire de Rollins en 2 minutes 30. Finalement, Rollins a bien réussi à slay the beast, ce qui n'était pas forcément évident, hein, au niveau des pronostics, c'était très partagé, parce qu'on sentait quand même que Lesnar finalement pouvait conserver, et du coup ça peut peut-être relancer sa prolongation ou son non-prolongation de contrat, hein, à voir, et peut-être même sa participation au prochain show de l'Arabie Saoudite, hein, on sait pas trop, mais c'est vrai que ça pose question. Au niveau du match, ça vaut pas grand chose, hein, voilà, un match de 2 minutes 30 et puis un beatdown avant le match. Mais en tout cas ça lance bien le show, le public est content, voilà, le petit feel good moment, un premier feel good moment de la soirée, match 2 étoiles, je peux pas donner plus, mais attention quand même au Monday Night Raw de ce soir, tout est encore possible au niveau du scénario, on sait jamais ce que peut nous réserver Paul Heyman, voilà, il va peut-être se plaindre du low blow ou je ne sais quoi, on verra bien, ou va peut-être nous annoncer justement que Lesnar se casse, tout est possible encore, mais en tout cas voilà, Rollins réussit donc à prendre cette ceinture universelle, ça fait plaisir à beaucoup de monde et puis ça permettra d'avoir enfin un champion combatif et présent à chaque show
du moins s'il reste encore champion ce soir. Mais bon, Lesnar ne combattant jamais à Monday Night Raw, il peut quand même nous faire une surprise en combattant pour une fois. Bref, on verra bien, mais c'est quand même bien pour tout le monde d'avoir enfin un vrai champion combatif. Mais le match est vraiment pas fameux, mais voilà, et du coup ça ouvre quand même bien le show avec un bon feel good moment. Match suivant, AJ Styles contre Randy Orton, 16 minutes, un match quand même d'une durée quand même assez longue. Orton domine le début du match en imposant son style lent, très reptilien, hein, son style reptilien habituel. Le public va être assez distrait par les projecteurs, parce qu'en fait il y a eu un problème avec les projecteurs qui aveuglaient la plupart des gens. Du coup le public commençait à chanter, à dire, de réclamer d'éteindre les lumières, donc ça a foutu un peu le bordel durant le match. Un calf crusher d'AJ Styles sur Orton, mais qui saisit la corde pour se dégager. Un beau clin d'œil au dernier SmackDown avec une feinte de Phenomenal Forearm de la part de Styles, et Orton du coup qui fait un RKO dans le vide. Du coup il enchaîne avec un Springboard 450 Splash, mais un dégagement d'Orton. Belle superplex aussi d'Orton de la troisième corde, mais kick out de Styles. Le public pop alors tout à coup pendant le match, du coup, parce que la lumière du coup s'est éteinte. Ils ont réussi à obtenir gain de cause. Orton du coup il en profite en portant son dripping DDT, et du coup Orton, justement après cette pop du public, Orton joue avec le public pour essayer de le ramener un peu dans le match, à cause de ses problèmes on va dire techniques, ce qui est plutôt une bonne chose de sa part. Il arrive ensuite à porter un RKO, mais à la grande surprise, à la surprise générale, AJ Styles kick out du RKO. Orton tente alors un super RKO, on va dire, de la troisième corde, mais se prend un pelé kick qui met Orton à l'extérieur. Styles porte alors un très beau Phenomenal Forearm vers l'extérieur. Orton tente à nouveau de contrer un Phenomenal Forearm en RKO, à nouveau, mais AJ Styles contre avec une guillotine suivie du Phenomenal Forearm pour venir battre Orton. Victoire de AJ Styles, donc en 16 minutes, clean. J'avais peu d'arguments quand j'avais dit dans ma vidéo pronostic que Orton pouvait gagner, c'était ce que j'avais donné comme pronostic. Et puis j'avais donné comme argument le fait que justement j'avais bien envie de voir un Phenomenal Forearm contré par un RKO. Sauf que comme j'ai fait mes pronostics une semaine avant, le dernier SmackDown n'avait pas encore eu lieu. Et justement, lors du dernier SmackDown, on nous a un peu trollé, puisque le Phenomenal Forearm contré en RKO, ils nous l'ont fait dans le segment du Kevin Owens Show. Du coup, mon argument ne valait plus, et même si on nous a reteasé ce move 2-3 fois durant le match, il n'a pas eu lieu. En ce qui concerne le match, il était un peu mou dans son début, à cause du rythme et de la domination d'Orton. Et puis une fois que Styles est un peu revenu dans le match, ça s'est un peu plus emballé. Styles a déroulé sa machine à catch, on va dire, ses Phenomenal Forearm, son calf crusher, ses pelé kicks, voilà, son catch champagne, son 450, et heureusement d'ailleurs. Donc ce comeback d'AJ a un petit peu relancé l'intérêt pour le match, et ça a redynamisé le match. Le match se laisse voir. Il est pas exceptionnel quand même, il faut pas non plus s'enthousiasmer de ouf. 3 étoiles 25, je donnais quand même une note qui est très correcte pour ce match. Je l'attendais quand même, parce que le build-up donnait quand même envie de regarder le match. Voilà, maintenant pour Orton, je sais pas ce qu'ils vont faire avec cette défaite quand même. AJ Styles pourrait peut-être partir du côté de Raw après le shake-up qui va avoir lieu dans 2 semaines. C'est pas impossible, parce que je pense qu'il a fait le tour de la question du côté de SmackDown. Match suivant, match tag team, Fatal 4-Way pour les titres de SmackDown tag team. Donc 2 belles entrées pour Black et Ricochet. Donc Black et Ricochet bien sûr contre les Usos. Contre The Bar et Rusev Nakamura. Donc les belles entrées pour Black, Ricochet. Par contre, alors le grincement de porte ajouté là maintenant lors de l'entrée de Black, c'est vraiment n'importe quoi, et c'est ridicule. Faut vraiment qu'ils arrêtent ça. Malheureusement, je pense qu'ils vont continuer pendant un bon petit moment, mais c'est n'importe quoi. Un beau gilet en tout cas au passage pour Black, un très crocodile, un très crocodile Dundee. C'était pas mal le gilet de Black. Le match très court, plutôt court, 10 minutes. Dans les moments forts, on pourrait noter un gros ciseau de tête de la part de Ricochet qui n'en finissait plus de tourbillonner autour de Cesaro. Et puis finalement Cesaro se venge de ça avec un énorme
un énorme Cesaro Swing sur Ricochet. Alors je ne connais pas la durée du plus long Cesaro Swing que Cesaro n'ait jamais fait, mais je pense que celui-ci doit, à mon avis, doit battre le record, ou alors en tout cas il n'en est pas loin, parce que j'ai compté, il a fait 45 secondes. Cesaro Swing de 45 secondes, je peux vous dire que ça fait sacrément long, et puis c'était sympa parce que pendant que ce Cesaro Swing avait lieu, Sheamus multipliait les coups de tambour sur le torse de ses adversaires, hein, les Usos, Aleister Black, notamment Black, hein, il a vraiment pris très cher au niveau du torse. Le public a du quoi popper, voilà, ça donnait de l'animation, c'était vraiment sympa. Ensuite, un autre grand moment, c'était bien sûr cette énorme tour infernale qui a impliqué quand même tout le monde, hormis Aleister Black, donc c'était quand même 7 hommes qui étaient impliqués dans cette tour infernale, et tout le monde retombe au sol, sauf Ricochet, qui lui effectue un superbe salto arrière, du coup il retombe, enfin il arrive, il retombe du côté du coin opposé, là, et puis il nous fait sa tête, là, un peu surpris, en disant « Ah, c'est peut-être mon opportunité, là, tout le monde est à terre !» Voilà, et le public, voilà, forcément il s'investit là-dedans. Ricochet réussit un superbe 630 sur Sheamus, hein, le ralenti était magnifique, mais malheureusement pour Ricochet, tout le monde contre et brise le tombé. Tout le monde enchaîne ensuite ses propres finishers, hein, avec un Black Mass de Black, un Kinshasa de Nakamura, un Super Kick des Usos, enfin European Uppercut de Cesaro, un énorme Bro Kick de Sheamus, hein, sur Ricochet qui a tourbillonné sur lui-même, c'était vraiment un gros Bro Kick. Sur ce, les Usos porte en même temps un super kick sur Sheamus et porte un double splash simultané, hein, de la troisième corde, hein, leur finisher habituel pour la victoire. Alors il y en a un qui est retombé sur les genoux de Sheamus, donc c'était pas très beau à voir. Bon bref. Mais donc les Usos, hein, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, ils conservent logiquement leur titre. C'était donc mon prono et ça me semble logique car je voyais pas Black O'Shea gagner. Et je voulais pas qu'il les gagne parce que ça voulait dire que du coup il s'enfermerait dans le roster tag team et ça aurait été pour moi un énorme gâchis. Et j'espère que maintenant que WrestleMania est passé, qu'ils vont avoir une vraie carrière solo, hein, parce que les deux ont chacun leur style, leur personnage, et j'espère vraiment qu'on les reverra plus, enfin en tout cas plus en tant que tag team, et qui vont vraiment faire chacun leur chemin, et peut-être même chacun l'un un rôle, l'autre à SmackDown, quoi, qui est vraiment un vrai split entre les deux, mais les deux, voilà, c'est vraiment le futur, et j'espère qu'ils vont aller tous les deux très loin, parce que franchement c'est vraiment de super lutteurs, et j'avais quand même peur qu'ils gagnent parce que leur cote, hein, il faut le dire, dans les paris sportifs, la cote de Black et Ricochet diminuait d'heure en heure, hein, avant le show, donc j'avais un peu peur qu'ils gagnent. Le MVP, c'est Ricochet, quoi. Pour moi, Ricochet a volé le show, quoi. C'est exceptionnel, c'est un catcheur extraordinaire, et c'est pas pour rien que c'est l'un de mes catcheurs préférés, quoi. Enfin, il suffit de regarder le match et vous avez tout compris, vous savez maintenant pourquoi Ricochet est l'un des tout meilleurs catcheurs au monde. Y a rien à dire. Il est exceptionnel. Super performance, et il a vraiment mis le public dans sa poche, quoi, tout simplement. Donc ça a rendu le match hyper divertissant. Alors il y avait pas que lui, mais il y a vachement contribué. Mais voilà, il y a eu des moments vraiment très sympas comme ceux que je viens d'évoquer, et ça a vraiment fait un bon taf, un match, on va dire, qui est très WrestleMania compatible. Voilà. On peut résumer ça, ce match à ça. Très WrestleMania compatible. Je donne une bonne note, 3 étoiles 75. Hein, donc un 3 quarts largement mérité. C'était un bon match. Match suivant, le Miz contre Shane McMahon dans un Falls Count Anywhere match. Donc un match quand même qui était assez attendu. Voilà, avec une très longue feud entre les deux. Bien sûr, comme prévu, George Mizzanin, le père de Miz, était ringside, hein, comme on s'y attendait. Ça pouvait annoncer quand même des petites choses avec lui, hein, forcément. Le match, quand même, 15 minutes 27, donc une bonne durée aussi pour ce match. Pour le résumé du match, Shane McMahon, qui d'entrée sort du ring, menace à nouveau le père du Miz en lui reprenant le visage, hein, comme on avait pu voir à Fastlane. Forcément, ça énerve le Miz, qui lui court après. Shane frappe la tête du Miz avec un moniteur. Du coup, le Miz est allongé sur la table des commentateurs. Shane monte sur la troisième corde, hein, pour préparer sa descente du coude habituel. Mais à ce moment-là, George Mizzanin sort de sa petite zone là. Il arrive et s'interpose pour empêcher Shane de descendre sur le Miz.
et il monte carrément sur le ring, George, face à Shane McMahon en pose de boxeur avec toujours sa petite tête de chien battu là, et son air vraiment mono-expressif au possible, vraiment du grand acting. George toujours aussi inexpressif et du coup Shane qui attaque. Alors, George Mezzanine à coup de pied, hein, c'était évidemment le public siffle, il eut Shane McMahon, le Miz sur ce réagit immédiatement et violemment, hein, sur Shane McMahon. Le match continue alors à l'extérieur, le Miz revient alors voir son père pour voir si tout va bien, et c'était drôle de voir le père complètement qui fait le mort, mais on voit quand même qu'il disait, en train de dire à son fils qu'il va très bien, tout en faisant le mort. C'est vraiment du très bon acting. Le Miz qui fonce sur Shane McMahon, donc ça repart à ce moment-là dans le public, on s'éloigne du ring. DDT de Shane porté sur une longue table, mais kick out du Miz. Le Miz porte des coups de chaise à Shane McMahon, notamment à sa jambe gauche. On arrive au niveau des commentateurs étrangers, hein, notamment Ajus et Shero, hein, qui devaient bien être contents de voir ça d'ailleurs. Alors j'écoute pas le show, j'ai pas regardé le show en français, mais en VO, mais en français ça devait être vraiment sympa de voir ce moment-là. Le Miz écrase à nouveau Shane McMahon sur une table des commentateurs, puis le frappe avec un petit écran. À ce moment-là, Shane part à la renverse en arrière, donc par-dessus une barrière pour un énorme bump. Hein, c'est quand même, faut quand même relever ça à son âge de se faire des bumps pareils. C'est quand même, faut quand même souligner ça. C'est vraiment étonnant et faut saluer ça. À ce moment-là, tout ce qu'on attend, bien évidemment, hein, c'est le gros spot de fin, hein, la grosse descente. Et quand on voit cette structure métallique, hein, qu'on commence à deviner, on comprend tout de suite ce qui va se passer. Le Miz porte un Skull Crushing Finale à Shane McMahon en haut de la structure, justement qu'on venait de voir, mais kick out de Shane, hein, malgré tout. Shane, lui, il s'en fout, il veut aller encore plus haut, il escalade encore d'un niveau, donc on se retrouve vraiment tout en haut de cette structure métallique, cet échafaudage, et il monte donc d'un cran sur la plateforme. Le Miz le rejoint, là le vide est juste derrière, donc là on commence à avoir peur. Shane, évidemment, il est un peu pris là, il est bloqué, il s'excuse, il s'agenouille, le coup du heel habituel, hein, très traditionnel, qui s'excuse, qui se met à genoux. Le Miz, lui, il s'en branle, il matraque Shane, et là, il le prépare pour une superbe souplex, donc c'est vraiment le spot du match, et l'un des spots même de ce WrestleMania, grosse souplex, les deux s'écroulent sur un gros matelas quand même, hein, il y avait quand même beaucoup de protection, on l'a bien vu, donc ça amortit bien la chute, mais c'était quand même spectaculaire, et c'est là le moment marrant, puisque pendant donc les publics pop, hein, après ce spot spectaculaire, on voit quand même Shane qui a un bras sur le corps du Miz, et du coup l'arbitre Charles Robinson le voit, et du coup il fait le compte de 3 donc sur le matelas là, et du coup la cloche sonne et Shane est déclaré vainqueur à la surprise générale. Donc c'était une fin assez trollesque, what the fuck. Donc victoire de Shane McMahon. C'est vraiment moche pour le Miz, qui avait quand même subi le turn, qui était donc dans la position du babyface, de celui qui devait se venger, et venger sa famille aussi, enfin de tout ce que son père avait subi, du trash talk de Shane, hein, à SmackDown, tout ce qu'il avait dit sur sa famille, enfin il y avait une vengeance vraiment à avoir de la part de Miz, et puis finalement il se fait un peu avoir là, et c'est vraiment moche pour le Miz. Et puis surtout que Shane, c'est pas un catcheur, il est là, il catch 1 ou 2 fois par an, et c'est pas rendre justice au Miz, qui fait quand même un super boulot à chaque fois. Il se donne à 100%, il est là, et il nous fait quand même un face turn qui finalement est plutôt convaincant, même si j'avais peur au début, et finalement c'était plutôt bien ce face turn. Et voilà, il est pas récompensé, ça me fait un peu chier, ça me fait vraiment chier. Et puis c'est encore un McMahon qui se met en avant, quoi, malheureusement. Même si il faut saluer bien sûr la performance de Shane McMahon, hein, parce que il se donne toujours à 100%, il prend des risques inconsidérés pour son âge, et voilà, il faut quand même saluer ça, il se prend des gros bumps, mais le match ne se finit pas sur un happy end. Ça reste quand même un match, allez, cool. Il aurait pu être pire, parce que on savait pas trop ce que ça allait donner. Ils ont fait ce qu'il fallait au niveau du Falls Count Anywhere match. Le match est respecté dans sa stipu, et le gros spot qu'on attendait, il y a eu aussi.
On n'a pas eu la descente du coude, on n'a pas eu le coast to coast, donc ils ont un peu changé quand même. Il n'y a pas eu de prise des MMA. Voilà, c'est bien aussi d'être un peu renouvelé à ce niveau-là. Le match, je lui donne quand même une bonne note, 3 étoiles et demie, parce qu'il y a eu quand même un bel effort et une belle histoire quand même racontée avec aussi le père qui a rajoué quand même le héros, les héros, et puis cette deuxième partie finale dans le public, et puis cette structure, cette superbe image avec cette belle superplex, on va dire, cette méga superplex, c'était quand même une belle image, mais cette fin est un peu, ça gâche un peu le plaisir. Match suivant, Fatal 4-Way pour les titres féminins, donc avec bien sûr Bayley Banks, Tamina Jax, les Divas of Doom, Natalya et Beth Phoenix, et The Iconics. Donc à noter quand même que Beth Phoenix a la même tenue que Natalya, en rose et noir, hein, la tenue des Hart, et les deux d'ailleurs arrivent accompagnés par Bret Hart, donc c'est un moment sympa qui permettait aussi de voir un peu que par la même occasion, je ne sais pas si c'était prévu comme ça avant ou pas, que ça permettait de voir aussi que Bret Hart se portait bien suite à l'invraisemblable attaque et agression qu'il a subi lors du Hall of Fame et que j'ai suivi en live. Parce que samedi soir, j'ai regardé le Hall of Fame et je suis tombé là-dessus en live. Je vois tout à coup quelque chose, le public qui commence à crier, et puis tout à coup, on voit une forme là qui se jette sur Bret Hart, l'image coupée. Donc réflexe quand même, bon réflexe de la WWE qui coupe l'image tout de suite, l'image qui se rétablit, puis tout à coup, plein de monde sur le ring pour voir comment se porte Bret Hart, mais aussi Natalya, puisqu'elle a été aussi bousculée dans l'affaire. Voilà, on a vu Heath Slater, on a vu le New Day, Titus O'Neil, enfin tous ceux qui sont venus prêter main forte à Bret Hart, etc. Et puis Dash Wilder aussi qui a foutu une petite droite au gars au passage d'ailleurs, à cet enfoiré. Et Travis Brown aussi, le mec de Ronda, qui lui aussi portait une prise de MMA. Donc voilà, c'est peut-être tous ces gens-là vont être un jour récompensés de ces actions par un gros push. On sait jamais, et Travis Brown peut-être aussi. En tout cas voilà, Bret Hart va bien. Il a quand même passé un petit moment à l'hôpital, hein, mine de rien, pour se resculpter, mais tout va bien. Voilà, pour la parenthèse. Pour le match, on a quand même Phoenix qui a été quand même assez, elle est un peu cheatée, un peu surhumaine, parce qu'elle a beaucoup kick-out. Phoenix était imbattable dans ce match, puisqu'elle a kick-out quand même du finisher des Iconics, hein, vous savez, ce face crusher là. Donc où l'une des filles balance, je crois que c'est Peyton Royce qui balance la tête donc du coup de Beth Phoenix sur le genou de Billie Kay, donc c'est quand même leur finish, hein, c'était leur finisher de la NXT, et elle kick out de ça, et elle résiste aussi au bank statement, donc ça fait quand même beaucoup pour une retraitée, hein, qui a pas lutté depuis des années. Natalya porte un double sharpshooter classique sur Bayley et Banks, mais un super kick de Tamina donc brise la prise. C'est le petit moment à ce moment-là de Tamina Jax qui était discrète jusqu'à maintenant et qui balance Beth Phoenix hors du ring et qui porte un double Samoan drop sur les Iconics. Elle s'attaque alors Tamina Jax à Bayley et Banks et tente un double splash, mais contré par les Divas of Doom. Ensuite, on voit une météora de Banks sur les Divas of Doom à l'extérieur du ring. Un elbow drop de Bayley suivi d'un splash de Sasha Banks sur Beth Phoenix, mais un nouveau kick out donc de Phoenix, hein, qui est vraiment imbattable. Phoenix réussit alors pour terminer un superbe glam slam debout sur la deuxième corde. Elle tente alors évidemment le pin, hein, Beth Phoenix, mais elle est virée du ring par Peyton Royce pendant que Billie Kay en profite en crevarde pour couvrir Bayley en opportuniste pour la victoire. Et oui, Royce avait effectivement bien fait le tag, le blind tag sur Beth Phoenix juste avant le Glam Slam. On l'a revu l'image au ralenti, donc c'était bien joué et c'est donc légal. Donc surprise, hein, donc avec Bayley et Banks qui perdent les titres et au profit des The Iconics qui étaient quand même pas des favorites, hein, il faut le dire. Un bon petit feel good moment donc pour elle. Le choix, voilà, il est discutable, on va dire, hein, pour la plupart, on va dire. C'est vrai, c'est pas les meilleures sur le ring. Elles sont green, elles sont pas là non plus depuis très longtemps. Moi, j'aurais un peu attendu pour les mettre en avant, les Iconics. Je pense que voilà, c'est bien pour elles. Elles ont été beaucoup jobbeuses là depuis un an qu'elles sont là en gros. C'est vrai, elles ont été patientes, elles ont eu leur moment. Voilà, ça peut être un bon feel good moment. J'aurais quand même attendu un petit peu. Voilà, mais pour certains diront que c'est mérité.
Voilà, moi, j'aurais attendu un petit peu. Parce qu'elles sont quand même encore rookies, hein, faut le dire. J'aurais préféré une équipe de plus haut calibre pour détrôner Bayley et Banks. Donc c'est un peu malheureux pour elles. En tout cas, une belle performance de Beth Phoenix, hein. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic que je ne me faisais pas d'inquiétude pour elle. Et effectivement, voilà, elle en a toujours sous le capot et elle est là, quoi. Elle a bien assuré. Et puis un très beau glam slam final. C'était plutôt pas mal. Tamina Jax, en retrait, il faut le dire. Elles étaient plutôt en retrait, elles ont eu leur petit moment, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était, on va dire, les filles les plus discrètes du match. Et le match, globalement, fait assez moyen, comme on pouvait s'y attendre. C'était pas fameux. 2 étoiles et demie, je peux pas donner plus pour ce match. Voilà, un petit feel good moment pour les Australiennes. Voilà, ça fera plaisir à certains. Mais je sais pas trop si ça va durer très longtemps ce run de championne pour les Iconics. Match suivant, match entre Kofi Kingston et Daniel Bryan, un match évidemment très attendu pour ce titre WWE et toute cette longue histoire qu'on nous racontait, hein, évidemment. L'entrée des New Day, et, enfin de Kofi et des New Day en même temps, était quand même finalement très classique, hein, et sobre. Ça m'a un peu surpris, je m'attendais à un truc à la WrestleMania, quoi, hein, comme ils ont pu faire dans le passé. Et ben non, c'était très très sobre. Peut-être une façon de dire aussi que là, c'est le titre WWE, c'est serious business, et là, on arrête de déconner. Pas d'entrée classique, pas d'entrée, on va dire, old school, façon SOS, hein, j'aurais bien aimé, ils l'ont pas fait, c'est dommage. On voit Big E aussi qui arrive avec un cadeau dans les mains. Il dit à Kofi que c'est pour lui, mais que, voilà, on verra ça après le match. C'est ce qu'il dit. Et on voit aussi quand même un gros voile noir qui couvre probablement une ceinture. Du coup ça te spoil un peu quand même le résultat du match, hein, c'est un peu dommage. Le match donc aura duré quand même 23 minutes 44, donc un long match. On retrouve le clan des Babyface en coulisses, hein, devant la télé, hein, donc ce qu'on pouvait voir souvent dans les weekly. Kofi se prend la table des commentateurs de plein fouet en plongeant sur Bryan. Ça a bien claqué en tout cas. Longue domination alors de Bryan qui travaille Kofi au sol. Plus tard, on a Bryan qui porte un Boston Crab, donc Kofi se dégage. Kofi splash Bryan sur le dos, hein, from the top rope, mais kick out de Bryan. Belle passe d'armes ensuite entre les deux hommes. Le rythme s'accélère avec des tentatives de roll-up avortées. Bryan qui se prend un SOS, mais retourne immédiatement le SOS avec sa label lock, mais Kofi arrache la corde avec son pied. C'est alors que Eric Rowan à l'extérieur et les New Day se battent à l'extérieur. Rowan se prend alors un Trouble in Paradise de Kofi et un Up Up Down Down de Woods et de Big E. Kofi, dans la foulée, arrive à se dégager d'un énorme running knee de Bryan. C'était incroyable ce kick-out. Le public pop alors énormément. Bryan en a marre, il stompe Kofi à la gueule, hein, des gros coups de tatane, hein, sur la gueule. Il refait sa label lock, mais Kofi résiste. Et cette fois-ci, c'est lui qui stompe Bryan à la gueule et l'achève même avec un Trouble in Paradise. Et la victoire, oui, la victoire pour Kofi. Énorme pop. Kofi champion. C'est l'histoire. Vraiment l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, puisque Kofi devient Grand Slam Champion et surtout le premier le premier lutteur noir à devenir WWE Champion. Ça, c'est une énorme sensation et c'est vraiment quelque chose de marquant. Donc c'est un moment historique. La belle histoire donc c'est écrite et voilà, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, le public non plus. On voit ensuite Big E qui enlève alors la ceinture eco-friendly, hein, qui était posée donc sur un support à l'extérieur du ring, et c'est là qu'il lève ce voile et qui dévoile la vraie ceinture finalement. Donc c'était la vraie ceinture, donc on nous avait quand même un peu spoilé le résultat, hein, c'est ce que je disais, c'est un peu dommage. Kofi qui est porté en triomphe par les New Day. Énorme moment, très beau moment, l'émotion de Xavier Woods. Match qui forcément t'embarque, t'es obligé d'être embarqué. 4 étoiles pour la note. Les enfants de Kofi en plus qui arrivent sur le ring. Et puis Big E donc qui avait son cadeau, donc on attendait qu'il l'ouvre, hein, donc c'était aussi ce petit spoil. Et donc des t-shirts avec marqué There is a new champ. Yes there is, qui était marqué donc sur ces t-shirts, et donc avec cette petite ceinture dessinée et les 3 petits visages des New Day. Donc les New Day sont, faut le dire, c'est des gros vendeurs de marchandises. Ils fonctionnent très très bien au niveau merchandising depuis des années. Ça fonctionne bien et je pense que c'est une façon de les remercier. C'est ça, ce push organique là de Kofi là pour le titre WWE qui arrive de nulle part.
mais c'est une façon de remercier les New Day qui sont de gros vendeurs, et je pense que c'est ça qu'a voulu faire Vince, et c'était beau, et voilà, c'était pas un push à la Roman Reigns qu'on nous imposait là, qu'on nous enfonçait dans la gorge. Là, c'était quelque chose d'organique et le public voulait ça, et on écoute les fans, voilà, c'était ce que vous a dit du coup Vince en quelque sorte. Non, il l'avait dit dès le mois de janvier, de toute façon, qu'on écoutait les fans, et puis ils l'ont fait finalement. Évidemment, il y a eu beaucoup de zigzags dans la road to WrestleMania, mais le point d'arrivée, c'était bien ce qu'on voulait, et ce que le public voulait, c'est le titre pour Kofi. Maintenant, s'il y a un turn qui intervient au sein des New Day, alors là, je serais vraiment hyper surpris. Maintenant, on va attendre SmackDown, tout est possible, mais j'ai du mal à voir de turn. Ou alors, il faudrait que ce soit sur la durée. Ils peuvent faire quelque chose avec Kofi qui s'assombrit au fil de l'eau, au fil du temps, avec sa ceinture, qui va peut-être devenir un peu plus individualiste, un petit peu plus perso, égoïste, au fil de l'eau, en étant champion. Ça peut être aussi un angle s'ils veulent vraiment faire splitter les New Day, mais ça fonctionne tellement bien. Ce trio est incassable, il semble incassable, donc pour l'instant je ne vois pas de split à l'horizon. En tout cas, très bon moment. Match suivant, Samoa Joe contre Rey Mysterio, donc pour le titre US. Alors bon, malheureusement, donc Monday Night Raw, la semaine dernière, donc ce match ce main event de Raw là, le dernier, ce Go Home Show, où on finit par un Rey Mysterio, Corbin, quoi. C'est n'importe quoi. Du coup on n'a pas le Mysterio angle, et en fait Rey Mysterio il était blessé à la jambe lors du dernier Raw, et du coup sa présence même à WrestleMania était incertaine. Mais bon, comme j'avais regardé comme je vous disais le Hall of Fame, donc j'avais regardé aussi le tapis rouge, le red carpet. Il y avait une interview de Rey Mysterio qui avait rassuré, on va dire, tout le monde en disant qu'il serait bien là, il serait présent, il se soignait, mais il serait bien là à WrestleMania. Maintenant, il était bien là, effectivement. Il nous a ramené sa super tenue là, toujours très extravagante. Mais malheureusement le match aura duré une petite minute, le temps quand même d'un petit 619, d'un body scissors, mais le body scissors est contré par une coquina clutch, et puis terminé. Samoa Joe fait faire dodo à Rey, et là c'est le gros monstre Samoa Joe qui achèverait en une minute. C'est moche, c'est dur pour Rey Mysterio, mais voilà, il pouvait pas faire plus, visiblement. Et mais bon, en tant qu'affaire, si tu sais que tu pourras pas être à 100%, autant changer les plans et puis mettre quelqu'un d'autre, un Mustafa Ali notamment, un Andrade, un Nat-Truth, un multi-man match. Ils auraient pu faire autre chose. Je pense qu'ils avaient allé 24 heures. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc. Voilà. Et se dire, de toute façon, t'es pas à 100%. Allez, on va changer. C'est dommage. Voilà. Maintenant, bon, on peut saluer le professionnalisme de Rey Mysterio, qui se sera battu jusqu'au bout et qui se sera présenté comme il devait être prévu. Mais bon, du coup, si c'est pour avoir ça, c'est quand même pas la peine. Je ne note pas ce match, ça ne vaut pas d'être noté une minute, voilà. Maintenant, c'est normal, il fallait que Joe conserve son titre, ça c'est sûr et certain. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir un run dominant et qui va durer pour Samoa Joe. Pas de Dominique, le fils de Rey Mysterio. On aurait pu voir son fils être là. Mais bon, vu que c'était un squash, c'était pas plus mal comme ça. Allez, match suivant. Drew McIntyre contre Roman Reigns. Alors, là, le public, on sent que ça commence à fatiguer, là. On a dépassé la moitié du show. L'entrée de Roman Reigns, elle est quelconque, Elle est quelconque, il n'y a pas de vraie réaction. Le public était sûrement encore choqué en plus par le titre de Kofi. Du coup, je pense que le match n'est pas à sa bonne place, la place du mort en quelque sorte. Et puis voilà, le match d'avant qui était donc le Samoa Joe Mysterio, vu qu'il avait duré qu'une minute, ça t'a pas fait oublier, on va dire, l'émotion de Kofi. Et du coup, t'es toujours encore dans le match d'avant. T'es pas encore prêt à t'investir pour autre chose. Et le public a besoin d'un second souffle, quoi. Et je pense que ça a beaucoup joué. Bon, après on a appris que dans le public il y avait une petite bagarre apparemment pendant le match. Ça s'était un peu bagarré, du coup le public s'était dissipé, puis il a popé parce que du coup le public se bagarrait. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Du coup ils sont sortis du match, ça n'a pas aidé. Le match 10 minutes, match typique d'Euro, finalement. De toute façon, Roman Reigns n'était sans doute pas prêt encore au niveau de sa santé, il n'était pas encore prêt à faire un gros match de plus de 15 minutes, donc je suis pas trop surpris par la durée. Le match donc typique Raw, assez banal, avec un Drew qui provoque Reigns, comme d'habitude, avec beaucoup de
beaucoup de trash talk en lui disant qu'il a détruit le Shield à lui tout seul, que Reigns n'est rien pour lui. Hein, c'est quelque chose qui revient souvent dans ses paroles. You're nothing to me, you're nothing to me. Toujours d'habitude comme d'habitude. Réaction après, voilà, vénère. Roman Reigns se vénère. Et il enchaîne, c'est classique, là, le drive-by, le Superman Punch, le Spear et terminé. Terminé, un Superman Punch, un Spear terminé. Voilà, défaite de Drew malheureusement, hein. Enfin c'était tout le monde s'en doutait. Maintenant, bon, il est pas ridiculisé non plus, mais c'est vrai que bon, un kick out, un petit kick out, ça aurait pas été mal pour Drew malheureusement. Non, en fait, il se prend un Spear et puis terminé quoi. Donc bon, je vais quand même conserver un peu d'espoir pour Drew. J'espère quand même qu'on le verra vraiment dans le title picture, ce qui est pas impossible, hein, on verra bien, hein, on en reparlera tout à l'heure. Enfin même on peut en reparler maintenant puisque oui, Rollins on sait qu'il a gagné. Donc oui, vu que Rollins est champion et que c'est un babyface, donc Drew étant heel, on peut se dire que ça peut être une feud à venir. J'espère, mais il va lui falloir, ce serait bien qu'il gagne une grosse feud intermédiaire, j'ai envie de dire, avant de passer directement au titre universel, Drew McIntyre. Là, le match est vraiment banal. Malheureusement, c'est con parce que à la fin, on voit l'émotion de Reigns, mais par rapport à tout ce qu'il a vécu, mais cette émotion n'était pas contagieuse, malheureusement, quoi. Enfin, moi personnellement, j'ai pas ressenti cette émotion, je l'ai pas prise. Et c'était de l'entre-soi. Il a gardé cette émotion quoi, et moi je l'ai pas ressenti. Et c'est bien ça le problème quoi. Donc le match banal, 2 étoiles et demie. Donc c'est devenu un match OSEF au final. Match suivant, Triple H contre Batista dans un No Holds Barred match et un match avec la carrière bien sûr de Triple H qui était en jeu en cas de défaite. Donc deux belles entrées pour les deux hommes, hein, qu'on pouvait s'y attendre. Star d'Hollywood, hein, pour Batista, entouré des bodyguards pour Batista, et puis une entrée très classique de Triple H, Mad Maxienne en quelque sorte, du classique avec une très belle animation sur le Titantron sur le grand écran, c'était plutôt pas mal. Voilà, le gros 4 roues, voilà, c'était un gros masque, c'était plutôt sympa pour les entrées. HBK, il faut le dire, Shawn Michaels était au commentaire. Le match, c'est arrêté le match le plus long de la soirée. 24 minutes 45. 24 minutes 45. Pour deux papis, surtout Batista qui n'avait pas lutté depuis plusieurs années en plus. Voilà. Alors tout dans le match, hein, on a présenté une boîte à outils là qui a renfermé une chaîne notamment que Triple H utilisera sur la gueule de Batista. Il sort ensuite une pince et coince les doigts de Batista dans cette pince. Hein. C'était un geste plutôt réaliste, hein, c'était plutôt sympa. Ça rappelait un petit peu le match entre Jeff Hardy et Randy Orton aussi, hein, avec le coup du tournevis. Ensuite Triple H frappe Batista avec une chaise et le coince avec à la gorge, et en profite à ce moment-là pour retirer le piercing de Batista avec une pince. Donc c'était un peu le petit côté choquant, hein, à la Jeff Hardy et Randy Orton, hein. C'était un peu le clin d'œil en quelque sorte. Batista réagit alors et enchaîne les tentatives d'écrasement sur les tables des commentateurs. C'est un peu le running gag puisque ces putains de tables des commentateurs n'arrivaient jamais à s'écrouler quoi. Donc c'était vraiment des I am the table moment. C'était quand même très drôle. Et je pense que Matthew de Botchamania va se régaler là pour ce match. Tentative de Batista bombe, hein, de la part de Batista sur une table des commentateurs. Le tout à partir d'un escalier, hein, d'acier. Mais back body drop de Triple H qui renverse Batista sur la table, qui ne s'écroule toujours pas. Donc c'est toujours le running gag. Là-dessus, Triple H prend son élan et porte un spear à Batista. Là, enfin, la table des commentateurs s'écroule. L'honneur est sauf. Triple H s'approche de sous le ring et évidemment, sans doute, il ramène un sledgehammer. Triple H est alors accueilli par un spear de Batista, mais dégagement de Triple H. Batista arrive même à porter un spinebuster et un Batista bombe, mais à nouveau avec un dégagement de Triple H. Batista ramène des steel steps sur le ring. Triple H arrive à porter un powerbomb sur Batista sur les steel steps, hein, un gros bump. Et suivi d'un pedigree qui était pas très joli à voir, mais kick out de Batista sur ce double spot. Triple H prend même ensuite un DDT vertical là, un gros DDT vertical sur les steel steps. C'est alors que Ric Flair, from out of nowhere, Ric Flair arrive pour donner un sledgehammer à Triple H. Là-dessus, Flair fait le tour du ring. Il arrive alors
pour distraire Batista, et c'est là que Triple H en profite derrière avec une sorte de Superman Sledgehammer Punch suivi d'un ultime pedigree un petit peu plus joli que le premier pour la victoire. Donc première victoire de Triple H sur Batista, ça y est, il a enfin brisé le signe indien. Donc victoire logique, on s'en doutait. Je le voyais pas prendre sa retraite tout de suite. Et donc heureusement le match n'est pas trop parti dans l'overbooking. Je vous avais parlé de l'intervention de l'Evolution, hein, et je l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit, peut-être Orton, peut-être Ric Flair. Effectivement, on a vu Ric Flair, ce qui pouvait avoir du sens, puisqu'évidemment, il s'était fait agresser pour ses 70 ans par Batista. Donc ça a du sens. Pas d'intervention physique de Shawn Michaels, c'est bien. J'avais eu l'impression en plus qu'il y avait un petit teasing au début du match. Je me disais même qu'il allait peut-être avoir un petit teasing d'un match entre Batista et Shawn Michaels à SummerSlam par exemple. Je me suis dit peut-être que Shawn Michaels va permettre à Triple H de gagner. Et, du coup, ça allait peut-être intensifier la rivalité entre Batista et Shawn Michaels. Bon, tant mieux. Ça n'a pas eu lieu, voilà. Ça n'a pas duré trop longtemps entre les deux hommes. Sinon, des armes comme prévu, donc la stipule respectée, des armes, 2-3 moments marquants, mais le match était quand même assez lent et particulièrement, mais vraiment particulièrement long, beaucoup trop long, 24 minutes 45, et je comprends pas, c'est pas possible que ce soit le match le plus long de la soirée, quoi, quand on a les deux papis, surtout Batista qui n'a pas lutté depuis très longtemps. Ça peut pas être le match le plus long, quoi, de tout le show. Alors heureusement pour les deux hommes, le physique a tenu, hein, j'avais un peu peur, mais il y a vraiment bien 10 minutes de trop. Il y a bien 10 minutes de trop. Il y a eu vraiment beaucoup de moments longs, vraiment très longs. Mais Triple H, se sera fait plaisir avec cette petite victoire qu'il n'avait jamais obtenue encore face à Batista. Et d'ailleurs, on apprendra aujourd'hui que Batista prend sa retraite officiellement. Ça y est, il a tweeté pour remercier tout le monde et puis dire qu'il avait vécu un merveilleux run, voilà, pour ses 20 ans de catch. Et voilà. C'est hyper comme ça, et on s'en doutait, on savait que c'était son dernier match, et qu'en coulisses, Batista voulait finir sa carrière sur un dernier match face à Triple H. Voilà. Merci Batista, qui aura peut-être des chances d'être au Hall of Fame l'année prochaine, hein, on sait jamais. Voilà, merci quand même Batista pour tout ce que tu as fait. On le reverra peut-être de temps à autre maintenant, de façon plus espacée. Mais le match, voilà, c'était trop long. Et on en sort avec quoi surtout, quoi? Pas grand chose. Voilà, Triple H il se sera fait son petit plaisir, son petit kiff, et avec la victoire de Shane, on peut dire que les McMahon se seront bien gavés, hein, on peut le dire. La note 3 étoiles, je peux pas donner plus pour ce match. 3 étoiles pour l'effort, on va dire, mais pas plus que ça. Et peut-être que les nostalgiques seront plus enthousiastes, mais moi voilà, j'en avais pas eu grand chose à foutre. Et puis le build-up était sympa, pas trop mal, mais le match, il y a eu beaucoup trop de longueur. Match suivant, match d'adieu, match d'émotion entre Kurt Angle et Baron Corbin. Donc c'est bien finalement le match qu'on aura, hein, pas de John Cena, hein, qui intervient. D'ailleurs, le fait d'avoir vu John Cena peu de temps avant, hein, dans un autre segment dont je parlerai plus tard, ça te brisait finalement le suspense, parce que si tu vois Cena impliqué dans un autre segment avant, tu te dis que finalement t'as peu de chance de voir Cena revenir dans le game. Donc du coup il faut se faire une raison à ce moment-là. Kurt Angle va affronter Baron Corbin. Et voilà, et c'est ce qui est arrivé. Le match sans intérêt dans son contenu, hein, comme on pouvait s'y attendre. En gros, tu peux résumer le match par ses prises, hein, finalement. Une German suplex d'Angle, un deep six de Corbin, un Angle slam, une ankle lock, et même un You Can See Me de la part de Corbin, hein. Alors est-ce que c'est peut-être un rendez-vous pour plus tard, hein, avec Cena, on sait jamais. Deux nouvelles German suplex de Dangle, un moonsault raté d'Angle de la troisième corde, et on finit avec un End of Days. Voilà le résumé de 6 minutes de match. Voilà, rien que ça. Le match, voilà, la durée, c'était ce qui me semblait être prévisible comme durée, puisque voilà, il a plus trop le physique Angle, hein, c'est laborieux sur le ring, donc un match de moins de 10 minutes, ça me semble normal. Mais le public est médusé, et moi aussi, enfin c'est un peu surprenant pour ces adieux, voilà, que Kurt Angle perde comme ça. Et ce qui m'a fait surtout plus chier, c'était de voir cette tristesse. La tristesse de Kurt Angle durant tout le match, hein, du début à la fin. C'est comme s'il était déçu de ne pas avoir eu le match qu'il aurait rêvé d'avoir
notamment face à John Cena, très probablement. Il l'a dit, hein, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic. Autant les matchs dans sa tournée d'adieu qu'il avait pu avoir, il les avait vraiment choisis. Autant Corbin, c'était pas son choix et on l'a senti que c'était pas son choix dans tout le match. Une déception, voilà, qui s'est lue vraiment et c'est ça qui m'a fait un peu mal au cœur pour lui. Et mais là, malgré tout, il faut saluer la sortie pleine de dignité d'Engel, hein, qui fera même un petit discours à la fin il fera même rejouer sa musique, hein, pour un dernier You Suck du public. Mais voilà, un départ vraiment digne de sa part. Mais voilà, pour toute sa carrière, j'aurais aimé quand même un meilleur moment que ça pour une meilleure sortie pour Kurt Angle, hein, une fin assez triste. On sent quand même que c'est un rendez-vous manqué. Ce dernier match est un vrai rendez-vous manqué. Voilà, c'est bien pour Corbin parce que il gagne quand même et puis c'est lui qui met en quelque sorte Angle à la retraite, même si de toute façon il partait à la retraite quoi qu'il en soit. Puis il pourra peut-être s'en vanter à l'avenir, Corbin. Mais voilà, c'est triste pour Kurt Angle, 2 étoiles, je peux pas donner plus, c'était quand même pas un grand match. Match suivant, Finn Balor contre Bobby Lashley, donc un match quand même pour le titre intercontinental bien sûr, Damon Balor, un beau placement, hein, donc sur la carte, hein, match, l'avant-dernier match, donc c'est quand même un très beau placement, et donc une belle entrée, hein, bien sûr, du Damon Balor, hein, qui fait plaisir forcément, on l'attendait tous. Et un Bobby Lashley qui avait sorti les lentilles, hein, pour l'occasion. Voilà, c'était un petit côté super-héros ce match qui n'aura pas duré longtemps, on pouvait s'en douter. Quant à le démon, ça dure pas longtemps. 4 petites minutes. Alors on peut dire que les 4 minutes ont été bien utilisées, avec un truc bien cool de la part de Lashley, avec ce spear porté entre la 2e et la 3e corde, hein, qui a bien découpé Balor, le tout grâce quand même à la distraction de Rush à l'extérieur, et du coup ça a permis ce beau spear là. C'était un bon moment. Lashley arrive même à avoir son petit moment de domination quand même. Mais Balor réagit par surprise avec un powerbomb, hein, quand même, un powerbomb porté sur Lashley. Et là il monte sur la 3e corde et puis là on se dit que c'est terminé. Coup de grâce, victoire de Balor, qui devient donc 2 times Intercontinental Champion. Et voilà, et on se demande vraiment à quoi ça aura servi quand même qu'on retire le titre à Balor il y a quelques semaines, si ce n'est pour permettre probablement de le récupérer en démon à Mania. Je pense qu'ils ont joué la montre, hein, et donc du coup ils ont donné le titre à Lashley pour qu'ensuite ils le reperdent plus tard à WrestleMania, quoi. Je pense que c'était que ça le but de l'opération, mais c'est vrai que c'est un peu con d'avoir perdu une première fois, mais je pense que ça peut être vraiment le successeur de l'Undertaker, Damon Balor. Je pense que c'est vraiment le projet qu'il faudrait pousser. D'ailleurs, je rêvais après le match de voir un Undertaker qu'on n'avait pas vu, hein, dans la soirée, qu'on ait un Taker qui arrive par surprise après le match, pour arriver comme ça par magie, pour faire face à Damon Balor, pas pour l'affronter, hein, pas pour un match, pas pour un impromptu, hein, mais pour un vrai WrestleMania moment. Le public, je pense qu'il aurait vraiment popé si on avait vu un Taker qui arrive par surprise, après la lumière qui s'éteint, la lumière qui se rallume, paf, Taker face à Damon Balor, et pour avoir une sorte de une passation de témoin, un passage de témoin, je sais pas, comment on appelle ça, une main tendue, un serrage de main pour Balor, ou je sais pas, un geste, genre un Taker qui s'agenouille face à Damon Balor, un truc comme ça qui symboliserait le passage de témoin. J'aurais vraiment kiffé ce moment, ça aurait été vraiment très bien. Et puis voilà, comme ça permettait de voir Taker et en même temps de le préserver, de ne pas avoir le match de trop, puisque le match de trop, ça fait plusieurs années maintenant qu'on l'a. Mais voilà, au moins on aurait pu voir Taker et on n'aurait pas eu de match. Ça aurait vraiment fait le café, ça aurait été très bien. Malheureusement, on n'aura pas eu ça, mais je pense que ça peut être un vrai projet pour l'avenir. Damon Balor, bien sûr, il est invaincu, donc ça peut être vraiment un gros truc d'avoir un Damon Balor à chaque WrestleMania, et puis toujours pareil, comme avec Taker, de savoir qui va affronter Damon Balor, et puis surtout qui réussira à le battre. Surtout, voilà. Maintenant il faudra qu'il soigne son côté horreur, parce que là ses tirages de langue, et quand il fait ça à la Rush, c'est vraiment ridicule. Voilà, ça fait vraiment très gamin. Il va falloir vraiment qu'il soigne ça, Balor. Mais à part ça, très bon petit moment pour Balor. Match suivant, on arrive directement au main event, le fameux triple threat match des femmes, Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey. 21 minutes 27, donc c'est pas le match le plus long de la soirée. Moi je pensais que ça serait celui-ci. Maintenant on va quand même expliquer pourquoi
ce match aurait peut-être été plus long, on va en parler après. En ce qui concerne les entrées, hein, une belle entrée très cinématographique de Charlotte qui arrive en hélico, qui arrive sur l'héliport. Une sortie tapis rouge, voilà, elle tend les bras, on lui fout son peignoir, voilà, c'était très vraiment très majestueux comme entrée pour Charlotte. Ronda qui arrive comme prévu, hein, sous la guitare de Joan Jett, hein, avec la musique bien sûr de Bad Reputation. Becky Lynch qui arrive de façon un petit peu plus sobre, voilà, avec une entrée Becky, voilà, l'entrée de Becky. Les pieds bien ancrés dans le sol et en cuir. Le match, je l'ai trouvé un peu trop chorégraphié. Je trouve qu'il a manqué un peu de spontanéité. Il y a eu beaucoup de tentatives de soumission. J'ai trouvé ça un petit peu exagéré, le nombre de tentatives de soumission, même si les trois filles, bien sûr, sont des spécialistes de la soumission, on est d'accord. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Il y a quand même eu voilà, on a vu des choses quand même, un double armbar de Ronda sur les deux filles, qui se fera donc powerbomber à plusieurs reprises pour se dégager. Mais à ce moment-là, il est très tard. Il est plus de 6h du matin. On est tous fatigués. Et moi, j'arrive plus à m'investir. Dans ce match. J'y suis plus. Et pourtant, c'est le main event. C'est le match qu'on nous a vendu depuis des mois. Mais j'y suis plus. Becky tente le disarmer sur Ronda, qui arrive à se dégager. On entend les bitches voler de la part de Ronda, hein, qui jure un peu à la façon de Drew McIntyre. On a un disarmer de Ronda même sur le coin, directement dans le coin. Charlotte qui intervient. Et puis un joli Spanish Fly de Charlotte sur Becky, mais un dégagement. Figure 4 de Charlotte sur Ronda, contre le poteau du ring. Et puis même un figure 8 sur le ring cette fois-ci, mais contré par Becky avec un joli leg drop sur Charlotte. Becky sort alors une table, ce qui plaît toujours au public. Double spear de Charlotte, mais double kick out. Le public est assez mort. Il y a quelques Becky qui résonnent, hein, de peine et de misère. Charlotte est prise en hip toss, hein, en tour de hanche par Ronda et Becky sur la table, mais manque de peau, la table n'arrive pas à péter complètement, hein. À nouveau encore un I am the table moment. C'est là que la fameuse polémique, hein, donc arrive, puisque Ronda porte un pipe spit à Becky Lynch, sauf que une fois que Becky se réceptionne ce pipe spit, elle arrive tout de suite à contrer avec un crucifix spin pour le compte de 3. Le compte de 3, et le public n'y croit pas. On est tous choqués par la soudaineté de cette fin de match qui semble un peu sortie de nulle part, un peu imprévue. Et puis voilà, Becky Lynch s'impose. Elle devient donc la championne incontestée de Raw et de SmackDown. Donc voilà, on a ce feel good moment. Mais on regarde quand même le ralenti parce qu'on est quand même un peu surpris. Et puis le ralenti montre bien que les épaules de Ronda ne restent pas au sol durant la totalité du compte de 3. Elle a les épaules qui sont pas au sol. Donc le compte de 3 normalement, du coup il vaut rien. Alors évidemment on apprend bien sûr après que c'était un botch. Dans un premier temps on apprend que c'est un botch. Que ça aurait pas dû être le finish prévu, que Becky aurait dû gagner, ça c'est sûr, mais heureusement d'ailleurs que c'était bien Becky qui aurait dû être prévu pour gagner, et que finalement elle aurait dû gagner mais par soumission sur Charlotte, que c'est Charlotte qui aurait dû prendre le pin, ou la soumission en tout cas. Sauf que maintenant on apprend plus tard dans la journée que finalement c'était vraiment, apparemment plus, vraiment le finish prévu, donc on n'en sait plus trop à quel sens se vouer, et que peut-être que finalement c'était vraiment fait exprès que Ronda ait ses épaules relâchées et pas vraiment ancrées au sol, et que ça permettait de la protéger en quelque sorte et de ne pas véritablement prendre le pin, et que ça permettait peut-être de continuer de prolonger la feud pour plus tard. Voilà, ça c'est des rumeurs. On apprend aussi que Ronda va s'absenter pendant un petit moment parce qu'elle a la main cassée, hein, donc c'est pas rien. Donc on sait pas pendant combien de temps. De toute façon, on avait entendu parler d'une absence, hein, quand même d'un certain temps pour Ronda, donc c'est pas plus mal finalement. Maintenant, voilà, c'est un peu brouillon cette fin, et donc voilà, non seulement t'as cette fin là que tu comprends pas trop, et puis du coup, botch ou pas botch, voilà, en tout cas, Ronda se prend sa première défaite. Ça reste un pin. Les livres d'histoire, quoi qu'il en soit, retiendront que Becky Lynch aura rivé les épaules au sol de Ronda et gagné les titres.
quoi qu'il en soit, même si les épaules sont pas vraiment fixées au sol, c'est ce que retiendront les livres d'histoire, et c'est surtout ça qui est un peu navrant. Maintenant, oui, effectivement, ça a peut-être été fait exprès pour qu'on ait un retour dans quelques mois de Ronda, une fois qu'elle aura soigné aussi sa main, et que ce sera un petit peu reposé, éloigné du catch, pour revenir et peut-être relancer une feud avec Becky, parce que, mine de rien, le match Becky-Ronda, on l'a toujours pas eu, puisqu'il aurait dû avoir lieu à SummerSlam, on l'a pas eu, et ça sera peut-être un rendez-vous post-SummerSlam, parce que ce serait digne de SummerSlam, un Ronda versus Becky en 1 contre 1 cette fois-ci, et peut-être pour les titres, hein, ou les titres, hein, parce qu'on sait pas encore ce qu'ils vont faire avec ces deux ceintures. Voilà, ça peut être un rendez-vous pour plus tard, mais cette fin était très brouillonne. Et ce qui m'étonne, c'est que si c'est pas un botch, alors pourquoi est-ce que tu finis ton show comme ça? Parce que le show, il te coupe l'antenne. Non seulement le finish est abrupt, mais en plus, t'as les feux d'artifice, ok, Becky Lynch qui lève les ceintures, tout le monde est content, mais paf, t'as le logo, les remerciements, et hop, terminé. Et le show s'arrête comme ça. Donc on a l'impression quand même qu'ils ont envie de vite passer à autre chose et à couper vite. Et donc on a l'impression quand même que c'est dans l'urgence et qu'il y a quand même un truc pas prévu. C'est ça qui me gêne et qui me pose question. Donc j'attends de voir quand même si c'était vraiment la fin prévue. Je reste un peu sceptique. J'attends de voir les suites, Arrow notamment, comment ça va continuer cette affaire. Et voilà ce que va faire Becky avec ses 2 ceintures. Est-ce que elles sont vraiment réunifiées ces ceintures? Est-ce qu'on va voir la présentation d'une nouvelle ceinture du coup, ou elle va devoir choisir entre les 2 ceintures et finalement que les 2 ceintures vont toujours coexister. On verra bien. Voilà. Mais le match, voilà, il bénéficie, enfin il pâtit même de ce placement. Bah oui, c'est un mini event, mais c'est trop quoi. On est fatigué, on n'en peut plus. Les filles se donnent à fond, voilà, c'est pas un mauvais match, mais on en a plus rien à faire en fait, et le public aussi n'y est plus, et cette fin de show hyper gênante, et voilà, tout ça n'aide pas à apprécier le match. On va passer maintenant un peu à tout ce que je n'ai pas dit, et à la fois à la conclusion, hein. Voilà, donc tout ce qu'on n'a pas vu, notamment le concert d'Elias, donc un segment interrompu. Donc c'était un peu ce qu'on attendait. Par qui allait-il être interrompu? Et finalement, c'est un peu la surprise. Il est interrompu par le Doctor of Thuganomics, John Cena, qui revient en rappeur, hein, donc vraiment old school. Belle pop du public. Hein. Vraiment, le public est content de revoir John Cena. Donc vraiment un Cena à l'ancienne, qui aura. Alors ça sera terminé par quelques mots bien sentis à l'encontre d'Elias, hein, des petits mots, voilà, des bonnes punchlines. Suivi non pas d'un double A mais d'un FU, donc vraiment old school, le FU, et puis aussi un 5 knuckle shuffle quand même, faut pas déconner. Cena en coulisses, d'ailleurs en interview aura dit que il voulait venir vraiment, il avait vraiment envie de venir en personne et pas de faire une petite vidéo promo quoi. Et on lui a demandé, enfin on lui a proposé de faire ça, de venir comme ça, avec ce retour de ce gimmick de Doctor of Thuganomics, et voilà, il a accepté parce que il voulait pas donc faire de promo vidéo et qu'il voulait pas prendre trop de temps aux autres superstars, et il pense qu'au final c'était une bonne idée, et effectivement je pense que c'était sympa, un petit WrestleMania moment qui met quand même over Elias, même si au final oui, ok, il finit au sol, mais ça le met en valeur quand même Elias. Pour le côté divertissant aussi, voilà, c'était une bonne petite pause. C'est bien aussi entre 2 matchs d'avoir ce genre de segment. C'est dommage qu'on n'ait pas d'ailleurs cette gimmick de John Cena, qu'on n'ait pas eu plus souvent en rappeur. Ça aurait été plutôt sympa de le voir comme ça plus souvent. Voilà, et puis évidemment, donc une autre chose à noter, pas de Taker. Et c'est la première fois depuis 13 ans qu'on n'avait pas vu Taker, donc c'est quand même quelque chose de significatif. Et voilà, il a préféré manger une pizza avec sa compagne Michelle McCool, hein, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Mais bon, voilà, mais j'aurais mis un petit segment avec Balor, ça aurait pas été de refus. Ou alors à la limite pour intervenir face à Elias. Et puis pour un petit choc slam ou un Tombstone Pile Driver, ça aurait fait aussi le café. On a eu aussi un petit côté, voilà, encore une autre pause pas très intéressante, un dance break. Présenté par Alexa Bliss, le dance break avec Carmella et R-Truth, un 7 seconds dance break qui aura duré même plutôt de 30 secondes, hein, en réalité, décidément, donc les deux là c'est vraiment les potes de Vince, hein, Truth et Carmella, c'est vraiment les 2 petits chouchous de Vince. Voilà, en ce qui concerne le bilan du show,
On écoute les fans, c'est un peu la phrase qui peut résumer le show. On écoute les fans. Bah ouais, les McMahon nous l'avaient promis dès le mois de janvier, non? Ils nous l'avaient dit. Donc voilà, pour aller d'un point A à un point B, parfois le chemin est sinueux. Le chemin était très sinueux. Ils nous ont fait des storylines, ça n'en plus finir. Ils ont compliqué les choses, notamment avec Becky, Charlotte et Ronda. Pareil avec Kofi, voilà, on met des bâtons dans les roues, vraiment pour qu'il ait son putain de match face à Bryan. Mais au final, on a nos feel good moment. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à chier? Et le public, il a eu ce qu'il voulait. Rollins est champion. Becky, elle est championne. Kofi, il est champion. Bref, il a eu ce qu'il voulait. Et voilà, on peut pas gueuler. C'est ça le génie de Vince. On gueule, et puis au final, on a ce qu'on veut. Hein. Voilà, on nous frustre, mais à WrestleMania, on étanche notre soif. Braun aussi, hein, Braun, voilà, même si c'est pas très important, il a quand même eu sa victoire. Et puis il y a aussi quand même ces petites récompenses en interne, ces petites récompenses pour on va dire les travailleurs de l'ombre, ceux qui mangent de la merde pendant toute l'année. Je pense évidemment à Zack Ryder, à Kurt Hawkins, et les Iconics, voilà, ceux qu'on voit pas beaucoup, ou alors qui essuient défaite sur défaite, et puis là qui ont les ceintures chacun de leur côté. Et c'est bien aussi de donner aussi voilà un bon petit WrestleMania moment et des belles récompenses à ces gens de l'ombre. C'est aussi ça qu'on peut noter à travers ce WrestleMania. Et je note aussi Tony Nese qui était là aussi depuis le tout début de 205 Live, qu'on n'a pas beaucoup vu non plus, qui était très discret, et puis qui a également la ceinture. Voilà, ça c'est bien aussi. Et puis voilà, des petites mentions spéciales. Dana Brooke qui a eu son petit moment, le public qui était bien derrière Dana Brooke. Sarah Logan qui aura une belle exposition, Kairi Sen aussi une belle exposition, le public aussi qui plaît, qui a l'air de bien adhérer aussi. Alors c'est plutôt surtout les Smart, mais je pense que dans le main roster elle pourrait faire des choses sympas. Et puis en plus de WrestleMania 36, en plus avec le drapeau pirate au niveau du logo, forcément on pense à une entrée pirate pour Kairi Sen, ça aurait du sens. Et voilà, il y a eu des gens qui ont eu leur petit moment. Genre le moment Braun Harper, voilà, ça m'a fait plaisir aussi. Voilà, Ryder Hawkins. Voilà, des petits moments, mais au global, j'arrive pas à donner la moyenne à ce show. Le divertissement, il en faut. Il en faut à WrestleMania, divertissement, il faut des surprises, il y en a eu, des moments marquants, il y en a eu, il y a eu des spots, il y a eu des choses comme ça, mais au global, la qualité des matchs, la longueur du show, surtout, 5h30 de show, finir à 6h30 du matin, on est crevé et le public ne suit plus. Tu peux pas garder un public investi du début à la fin dans ces conditions. Tu peux pas, et c'est pas que dans le catch, tu peux pas garder un public investi du début à la fin quand ça dure 5h30. Et je pense qu'un WrestleMania qui durerait 4h, 4h30, ça serait déjà bien plus digeste. Et voilà, c'était plus, voilà, le Triple H Batista c'est beaucoup trop long, voilà, il y a eu beaucoup trop de longueur. Et au final, je garde pas beaucoup de matchs mémorables. Hein. Il y a eu des squash ou alors des matchs en OSEF. Voilà, sans émotion, public mort. Le public, pour moi, c'est important aussi. Il m'aide aussi à m'investir dans les matchs. Et en fait, allez, la première partie, ça a été jusqu'au, voilà, on va dire le bon feel good moment de Kofi. Et puis tout à coup, tout ce qui est après Kofi, finalement, les matchs 11 à 16, terminé. Moi, j'ai fermé le rideau. Après Kofi, j'ai fermé le rideau. J'étais plus dedans. Et ça m'a tué, et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup trop de matchs, et voilà, ouais, le tag team de SmackDown c'était sympa, Miss Shane, ça a été plutôt sympa aussi, Kofi Bryan bien sûr très bien, Cruiserweight, bon c'était au tout début, mais c'était toujours, ça livre la marchandise comme d'habitude, voilà, mais ça fait pas grand chose hein, au niveau des super matchs, hein, au niveau qualité des matchs, ça fait pas grand chose, hein. Orton Styles, allez ça passe. Ouais, mais ça fait pas la majorité des matchs, hein. Je suis désolé, avec 16 matchs, désolé, mais moi j'arrive pas à en sortir ne serait-ce que 5 ou 6. Allez, maximum 5-6, correct. C'est loin de la moitié, hein. Moins de la moitié. Donc j'arrive pas à être satisfait de c'est pour ça que je vais noter le titre de ma vidéo, plus c'est long et moins c'est bon. Voilà. C'est ça le show. Plus c'est long et moins c'est bon.
Voilà. On va arrêter là, 1h30 de vidéo. Je pense que ça sera largement suffisant. J'espère que cette vidéo vous plaira. Likez la vidéo au plus grand nombre si vous avez aimé cette review. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Est-ce que pour vous ce show était correspondait à vos attentes? Parce que j'ai vu déjà des réactions. Le show a plu à d'autres gens. Il a plu à des gens, donc je pense qu'il va partager. Ce show va partager les gens, donc j'ai hâte de voir les réactions aussi d'autres collègues youtubeurs notamment. Bref, j'attends vos réactions. Likez, abonnez-vous à cette vidéo, à ma chaîne pardon. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pour parler justement du Raw et du SmackDown Post-Mania qui sont toujours très très attendus, bien sûr, comme chaque année. Passez une bonne semaine en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch, ciao à tous.